Bonjour, je suis heureux de vous retrouver encore en ce jour pour la réflexion hebdomadaire. Merci de votre fidélité à ce programme de rencontres et échanges où nous débattons de tous les sujets d'actualité et des faits de société. Le 10 novembre dernier, le Bénin et toute l'Afrique a vécu un événement à la fois mémorable et historique. Historique parce que, la France a rétrocédé au Bénin les trésors royaux, ces trésors qui ont été pillés chez le roi d'Abomey. C'était au temps fort de la colonisation, après 100 ans en terre d'asile, plus de 100 ans en terre d'asile. Ces objets ont été rétrocédés au Bénin et c'était à la fois une euphorie, mais aussi un moment d'intense, de vives émotions que les Béninois ont vécu le 10 novembre dernier. Qu'est-ce que c'est? Que sont ces trésors royaux? Qu'est-ce que ça peut apporter au continent africain? D'autres pays aussi en ont fait la demande. Ces trésors sont considérés par l'ancienne puissance colonisatrice comme étant des trophées de guerre. Est-ce vrai? Le terme était-il approprié? Ces objets qui ont été exposés pendant plusieurs années dans ces musées ont certainement fait des devises pour le pays. Est-ce que ce sont les originaux qui ont été rétrocédés au Bénin ou bien des copies? Pour en débattre, un historien sur mon plateau avec le père Pierre Afognon. Monsieur Michel Goyakwe, bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Bonsoir, cher ami. Oui, c'est ça. Vous avez accepté de discuter avec le père Pierre Chanel Afognon. Mon père, bienvenue dans ce studio. Merci, bonsoir à vous et aux amis téléspectateurs, téléspectatrices. C'est avec vous qu'on va réfléchir sur ces questions de trésors royaux rétrocédés au continent africain. Je commence à tout hasard par l'historien. Alors, qu'est-ce que vous avez senti quand vous avez vu ces images, le retour de ces objets qui sont rentrés au pays natal? On a senti que le monde bouge et qu'il y a pas mal d'évolutions. L'Empire qui ne veut pas mourir, comme dit quelqu'un, finira par mourir parce que tous ceux qu'on a forcés à faire partie de l'Empire décident de prendre leur indépendance. Et j'espère que cette indépendance sera réelle et nous y sommes. Donc c'est un sentiment de joie pour vous d'avoir vu ces objets rentrer au bétail? Beaucoup d'émotions, beaucoup ont eu de l'émotion parce que on n'y croyait pas. C'était rentré dans le patrimoine français. Et ce n'est pas seulement ces objets-là, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées. Et ce qui est dommage, c'est que d'autres objets continuent de rentrer dans ce patrimoine, non plus comme des trophées de guerre, mais comme des choses vendues par nécessité, la pauvreté aidant. Oui, évidemment, il y a beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui, à un moment donné, disent « Ah, ça appartient à mon ancêtre, je ne peux plus continuer, mais je cède aux Blancs contre quelques monnaies. » C'était bradé, tout à fait. Et ça, je crois que des mesures sont prises, mais ce qui s'est passé cette fois-ci va montrer à beaucoup d'Africains que, attention, tout ce que nous sommes en train de brader et de donner aux Blancs a de l'importance et que ça peut aussi être négocié en termes de valeur pécuniaire. Mon père, c'est le même sentiment pour vous aussi? Moi, je suis plutôt perplexe par rapport à ces objets rétrocédés. Tout ce qui me console, c'est que pour moi, c'est l'expression d'une justice. C'est ça. Et dans ce sens, je trouve que remettre à un propriétaire ce qu'on lui a volé ou dérobé de force est une valeur morale. Mais au-delà de ça, je me pose plusieurs questions. Est-ce une comédie contracté entre le président français et le président béninois, appuyé par des intellectuels extravertis qui vont aller chercher à ressusciter un passé révolu et à se moquer de ce présent? Le professeur vient de le dire. Que faisons-nous des productions culturelles d'aujourd'hui? C'est ça. Comment nous arrivons à les sécuriser dans des musées? Comment est-ce que nous transmettons toute cette riche culture de nos peuples de génération en génération? Et moi, j'ai eu un peu peur d'une extraversion qui finit par réclamer un passé tout en étant peu responsable dans un présent. Et si c'est vraiment ça, est-ce que l'Afrique
et nos pays doivent vivre au passé. Je dois dire que je suis fier que ce qui a été volé puisse être restitué. C'est une valeur morale. En dehors de ça, je ne sais pas tout ce qu'il y a comme stratégie politique et autres cachées derrière cette façon de retrocéder. J'ai été particulièrement touché quand le président béninois disait à son homologue français, ben, vous allez faire davantage parce qu'il y a telle divinité ou telle autre divinité qui se trouve encore avec vous. Alors je me dis, est-ce qu'on est en train de transmettre les miettes et que ce qui a plus de valeur, on l'a gardé et qu'il faut encore négocier tout ça? Bon, pourvu que ce ne soit pas une comédie qui nous installe dans le passé, mais que ce soit un acte symbolique qui nous permet de mieux assumer le présent en vue d'un avenir qui dira à toute personne, vous ne pouvez plus vous approprier le trésor culturel africain, vous devez nous respecter. Et c'est ce positionnement aujourd'hui qui m'intéresse. Du coup, je paraphrase cet auteur qui dit, ce qui est fondamental, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais c'est ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Est-ce que nous avons suffisamment tiré des leçons du fait que, par la colonisation, nous avons été dominés, on nous a exploités, mais on nous a pillés également? Est-ce qu'on a suffisamment pris conscience pour inventer quelque chose de nouveau? Je ne sais pas. Professeur, on parle de au moins 500 000 objets qui se retrouvent actuellement en terre étrangère. Seulement une centaine sont rentrés au Bénin. Alors quand on parle de ces objets, de ces trésors royaux, de quoi s'agit-il exactement? Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que les colonisateurs sont entrés en Afrique, et ce que nous appelons l'expression artistique, ou qu'ils appellent l'expression artistique, ce ne sont pas des objets comme ça. Non, ce sont des objets qui sont liés à un culte. Évidemment, il y a les portes et autres qui ne sont pas des éléments de culte, mais qui sont des symboles dans l'imaginaire des Africains et puis leur mode de représentation de la vie. C'est ça. Au point que les emporter, ça veut dire qu'on a emporté un objet de valeur. Évidemment, c'est pas... Il y a l'expression, c'est l'âme de tout un peuple, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas la rétrocession qui va changer quoi que ce soit, mais il est clair qu'en ramenant, ça veut dire qu'il y a une inversion des rapports. Les rapports qui ont eu lieu en 1892, quand Dord était arrivé, c'était un rapport donc de colonisation. Et ce matin, je disais à mes étudiants par rapport à la division donc, de l'histoire, on dit l'époque contemporaine, l'époque moderne, et que tout cela a commencé. Mais quels sont les éléments de rapport? Ce sont des éléments symboliques de la civilisation occidentale. Est-ce que dans nos civilisations, il n'y a-t-il pas donc des éléments, des points qui nous permettent de nous fixer et de savoir qu'à telle période, ceci s'est passé, etc. Je crois que c'est surtout en cela que je crois que l'acte qui a été posé, si c'est un acte sincère, eh bien, il y a une avancée. Et tous les objets dont il est question, ce n'est pas forcément ce qui a été pillé au palais d'Abomey, mais il y a eu pas mal d'autres choses qui ont été prises aux Africains. Donc, il n'y a pas longtemps, il y avait un musée du golfe du Guinée, ici à Lomé, musée monté par un Suisse. Si vous y allez, eh bien, je n'étais pas moi loin des larmes, parce qu'on y voit pas mal de choses de valeur venues d'Afrique centrale, venues d'Afrique australe, que ce Suisse, un vieillard, a acheté, et qui plus est... À titre personnel. Oui, et il a, selon donc... sa collection. Oui. Il a sa collection, il a une partie de la collection en Suisse, à Genève, et qui plus est, a pris une de nos sœurs comme épouse, une jeune comme épouse, et qui, bon, elle a demandé donc d'être responsable. Elle m'a dit que c'est elle qui a voulu que ces objets reviennent en Afrique et que ça reste là. Alors, ce jour, je ne sais pas si le vieillard continue de vivre, mais ce musée est un scandale. Musée africain, des objets d'art africains en Afrique, mais appartenant à un blanc. Donc, ce qui veut dire que durant toute la période du 19e siècle, toute conquête qui a été faite a donné lieu à un pillage. Tout ce qu'on voit systématiquement, on les emporte. Ils lui donnent des valeurs artistiques.
Surtout que déjà les terres cuites du Bénin, quand je parle du Bénin, il ne s'agit pas du Bénin actuel, voilà. donc du royaume du Bénin, ont eu de la valeur. Déjà au 19e siècle, on a compris donc leur importance. Alors les Européens avaient une culture, dit ah ça c'est artistique, ça c'est ceci, et ils ont emporté tout. Des flèches, des vaudous, tout, donc ils ont tout emporté. C'est en cela que certaines choses cultuelles ont été également emportées. Et ces choses cultuelles sont censées avoir une certaine, quand on parle d'âme, une valeur culturelle, mais une valeur religieuse importante pour les Africains. Donc, les emporter, ça veut dire que nous avons une partie donc, des Africains est enlevée et on a pratiquement... c'est leur âme, c'est ce que disent certains. Je suis d'accord que c'est leur âme parce qu'ils y croient. Mon père, ce n'est pas seulement des objets culturels, décoratifs, hein, mais c'est surtout aussi culturel, comme disait le professeur Dougarkou. Oui, je crois, je ne suis pas historien, donc je parle sous le contrôle du professeur, mais il me semble que la distinction entre le sacré et le profane est réelle chez nous. On ne peut pas nous faire croire que l'Africain est un animiste et donc il ne sait pas distinguer le niveau profane du niveau sacré. Parce que si on ne sait pas trop affirmer que c'est l'âme de l'Afrique et tout, on risque de confirmer des thèses, je dirais, vraiment racistes qui font croire que, bon, vous savez, les Africains, ils sont animistes, ils voient l'âme partout, dans les objets, dans les arbres. Non, nos ancêtres ont une intelligence très forte pour faire cette distinction. Mais la vie est un tout. C'est ce qu'on doit retenir. Dans la conception africaine de la vie, tout est en relation avec tout. Le plus petit avec le plus grand avec le plus petit. Alors, dans cette synergie, on peut bien dire que ces objets symboliques et certains qui ont eu une valeur sacrée, parce que culturelle, ont été désacralisés. Ne serait-ce que par le fait qu'on leur change de milieu, on les amène dans des musées et qu'on puisse les installer dans un autre peuple. Est-ce qu'on a emporté l'âme africaine qui, pour ma part, embrasse toute la culture africaine, qui doit aller à tout ce que l'Africain a produit par sa raison, son intelligence, son esprit, y compris nos langues, y compris notre architecture, notre façon de travailler le sol et aussi ce que nous avons produit comme objet. Du coup, pour moi, l'âme africaine n'est pas enfermée dans des objets, mais c'est une réalité, je dirais métaphysique, c'est une réalité ontologique qui fait que, je dirais plutôt, qu'on a emporté les symboles qui manifestent l'âme africaine. Que de dire on a emporté l'âme africaine. Sinon, ça voudrait dire que pendant tout ce temps, nous n'avons plus d'âme. Et ce serait grave. Ce serait confirmer des thèses sans tête ni queue qui font croire que nous sommes des êtres bizarres et qu'on n'a rien comme fondement. L'âme africaine est là et c'est une réalité qui se manifeste à travers la culture et qui est très large et qui montre la liberté d'esprit de l'Africain, sa capacité, son ingéniosité et sa technicité et tout cela. Donc, il serait difficile qu'on l'emporte. Mais on a emporté des symboles qui manifestent extérieurement cette richesse métaphysique, ontologique et spirituelle. C'est ça. Professeur, c'est ce que dit le prêtre. Non, je partage tout à fait ce point de vue. Quand on dit on a emporté l'âme, c'est-à-dire c'est tout le savoir-faire, le savoir-être et les raisons que nous avons, notre façon d'expliquer le monde. Parce que ces éléments culturels font partie de l'interprétation que nous avons donc de notre vie quotidienne. Et quand on dit... C'est des symboles aussi qui témoignent notre foi en un Dieu créateur, n'est-ce pas? Oui, tout n'est pas symbole vers Dieu. Par exemple, une porte sculptée n'est pas forcément un symbole vers Dieu. Parce que au Dahomey, à l'époque, sculpter la porte, c'est mettre des symboles. Par exemple, le roi, quand le roi est mis en place, il a une phrase forte qu'il émet, qui représente un symbole. Quand on dit par exemple Berianzi, Berianzi, donc
montre quelque chose qui est important et c'est symbolisé dans la structure artistique, porte et autres, quand on voit même les chapiteaux que l'on mettait pour les rois. Donc il y a toujours ces symboles là-dedans. Donc l'emporter, ça veut dire c'est toute la création, parce que nous sommes comme tout autre peuple, des peuples de création ou d'invention. Et on veut tout mettre, tout symboliser tout, archiver tout. Et c'est une façon d'archiver donc notre connaissance, d'archiver nos manières de vivre. Donc quelqu'un qui l'emporte, il est possible qu'il n'y a pas eu forcément donc d'éducation qui ont suivi, mais généralement autour des rois et autres, il y a des artistes qui sont là, qui sont regroupés pour pouvoir produire. Aujourd'hui encore, des gens continuent de produire dans ce domaine. Ce n'est pas parce qu'on a emporté des choses qu'il n'y a plus d'autres productions. Ce que moi je regrette foncièrement, c'est que ces productions qui continuent d'être faites, malheureusement, sont encore bradées, ne sont pas donc restées dans nos sociétés. Est-ce qu'il faut considérer ça comme une façon également de nos peuples de se venger en quelque sorte, parce que parfois on vend du faux et il y a de ces touristes qui viennent, on fait expressément du faux pour leur vendre, pour leur sortir un peu de monnaie. Bon, ça dépend de la valeur que les uns et les autres accordent, mais toujours est-il que l'âme africaine dont il est question ici, c'est le symbole de l'expression artistique des Africains qui se manifeste à travers cette opportunité d'art. Mon père, dans l'église aussi, il y a de ces reliques, n'est-ce pas, que l'on peut, je ne sais pas, hein, si j'ai tort, vous corrigez, qu'on peut comparer justement à ces chefs d'œuvre, à ces images, ces symboles culturels dans la considération de la cosmogonie, n'est-ce pas, de l'homme africain. Dans la foi catholique, l'art sacré existe. Et avec le temps et depuis des siècles, on peut même étudier cela dans les universités en lien avec ce que nous appelons la liturgie. Et ça prend en compte la musique, ça prend en compte les célébrations, mais aussi les représentations. Et nos frères catholiques d'Orient, dans le poumon d'Orient de l'Église, qui est que nos frères orthodoxes, catholiques, ont encore poussé cette réalité tellement loin que dans l'icône, il y a toute une théologie. Pour l'iconographie catholique, l'icône est unique. Une fois que c'est multiplié, ce n'est plus vraiment l'icône. L'icône, c'est le moine qui reçoit une inspiration dans le jeûne et la prière. Chaque trait, chaque couleur qu'il accouche a un sens. Et une fois qu'il a fini, on voit bien que c'est dans un climat spirituel. Ce n'est pas parce qu'il veut simplement accoucher du beau. Ce qui fait que des fois, quand on voit certaines icônes, pour notre œil moderne, on se dit, mais où se trouve la beauté? C'est ça, c'est vilain. Ça paraît vilain. Des fois, on va exagérer telle forme. Mais pour celui qui a porté cette inspiration, quand il sort l'explication, il y a toute une théologie. Et donc, les icônes sont sacrées, mais il y a aussi les images et les différentes formes de représentation, le plus souvent des saints, des apôtres et de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est reconnu presque universellement, même avec nos frères protestants et des églises qui sont contre les représentations. Par exemple, le symbole de la colombe va renvoyer souvent à l'Esprit Saint ou à la paix. Donc, des fois, même quand vous passez, et même si ce n'est pas une église catholique, pour savoir que c'est une église, vous avez une croix. On le voit même pour des églises qui ne sont pas catholiques. Et aujourd'hui, avec la cinématographie, des fois, je ris un peu quand on dit « Ah, il ne faut rien représenter ». Et qu'en même temps, le pasteur qui dit ça projette Jésus de Nazareth en film pour ses fidèles. Parce qu'en fait, les films ne sont que des représentations accélérées et selon une vitesse et le jeu de la lumière, on a le mouvement. Donc, on ne peut pas ne pas représenter parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres de chair. C'est une réalité anthropologique que de représenter, d'exprimer sa foi. Et c'est là sa clé. Nos ancêtres
connaissait cette dimension sacrée et sacrale de l'art. Mais ce qu'on ne peut pas dénier aussi à l'Afrique, c'est sa capacité de produire le beau pour le beau. On ne va pas nous faire croire, et je remercie le professeur, que tout ce qui est œuvre en Afrique est chargé de spiritualité et autres. Nos ancêtres savaient entrer dans un temple et ne faire entrer que des initiés. Mais ils savaient aussi laisser dans leur maison et ailleurs des symboles qui montrent cette beauté. En réalité, le beau en soi qui s'exprime dans différents objets n'a pas échappé à nos ancêtres non plus. C'est ça. Rencontre un nouveau numéro, nous parlons de ces trésors royaux qui sont rentrés au pays, c'était au Bénin. La dernière fois, le 10 novembre dernier, Père Chanel Afogno et Professeur Gouaké sont mes invités. Mais alors, cette demande de rétrocession ne date pas d'aujourd'hui, professeur. Déjà en 1973, le marchand Mobutu, à la télé des Nations Unies, avait réclamé à la Belgique des objets qui ont été pris au Congo belge à l'époque du roi Léopold II. Oui, tout à fait. Vous savez, l'importance des musées dans l'éducation, dans le système éducatif est très important, au point que très vite, les Africains ont senti, dans le cadre de tout le mouvement d'indépendance, d'affirmation de l'identité africaine, que tout ce qui appartient à l'expression artistique puisse rentrer, qu'on puisse reconnaître que ça, c'est fait par les Africains. Parce que vous savez, pendant longtemps, on a dénué les Africains donc, de toute capacité d'esthétique, de création. Mais pour marquer donc, cette réappropriation donc, de l'intelligence africaine, il y a eu cette volonté de retour. Et puis la politique muséale a commencé très tôt. Il faut, là aussi, il y a lieu de distinguer. Il y avait déjà cette idée chez nous en Afrique, la politique muséale. La politique muséale existe quand on fait des collections. On fait des collections, il y a des moments donnés où les masques qui servaient, c'est vrai qu'il y a tout l'attribut magique autour des masques, mais il y a aussi derrière les masques l'esthétique, les représentations de différentes scènes. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est les musées tels que les Européens l'ont conçu dans nos pays dès le 19e siècle, qui les a conduits à faire des musées avec des êtres vivants, où on amenait des gens ici et là, les expositions qu'on appelait des expositions universelles, on a mis des gens nus, africains, nus pour les exhiber, etc. Ça a conduit progressivement à une volonté donc, de musée. Et les musées, ce n'est pas seulement pour l'esthétique, mais c'est également pour éduquer, pour montrer aux gens comment le passé s'est déroulé. Il faut dire que quand on parle d'histoire, l'histoire avant tout, c'est une science qui se fait, qui ne se raconte pas. Le fait historique n'existe pas. Elle est construite à partir des vestiges laissés par les hommes du passé. Et quand on dit les hommes du passé, ce qu'ils ont laissé, il y a l'expression artistique, il y a tout ce qu'ils ont pu utiliser, que ce soit des sacs, les matériaux qu'ils ont utilisés, tout cela compte. Et je crois que l'Afrique en a laissé. C'est d'ailleurs ce pourquoi l'ancienne idée qui refutait à l'Afrique l'existence d'histoire, parce que l'Afrique, pour eux, n'avait pas d'écriture. Donc, tout cela est battu en brèche aujourd'hui. Tout le monde a compris que l'Afrique, comme toutes les autres civilisations, tous les autres peuples, a une histoire. Les vestiges sont là, on peut les utiliser. Et parmi ces vestiges, il y a évidemment toutes ces expressions, ces formes d'expression artistiques. Oui, au nombre de ces expressions artistiques, il n'y a pas que les objets, il y a aussi nos chants, nos danses, nos rites, nos pratiques, tout ça là. Oui, à n'en point douter. Et c'est là où moi je dis, on ne peut pas emporter l'âme africaine. C'est ça. Parce que malgré, disons, cette violence qu'il faut nommer, dénoncer, où nous avons perdu des objets de valeur, il faut reconnaître que nous continuons de vivre et de transmettre. J'aime bien la définition que Edgar Morin donne de la culture, permettez que je puisse lire ça. Il dit: la culture est un patrimoine informel, constitué des savoirs, savoir-faire, règles, normes propres à une société. Et il ajoute: la culture s'apprend, se réapprend, se transmet, se reproduit de génération en génération. Elle n'est pas inscrite dans les gènes, mais au contraire dans l'esprit cerveau des êtres humains. Donc, nos danses, qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui?
Et combien d'intellectuels, combien d'enfants nés en ville sont capables d'exécuter des pas de danse de chez nous? Vous mettez d'autres musiques, même d'ailleurs, ben, ils sont experts là-dedans. Des trucs fabriqués aux États-Unis et ailleurs, ils sont très informés. Mais organiser une partie de danse traditionnelle, d'ailleurs, ceux qui arrivent à bien danser, on va se moquer d'eux. On les voit comme des arriérés parce que, bon, voilà cette danse-là. Je crois qu'il y a un défi. Nous n'allons pas, comme dit Fabien Boussiboulaga, ce philosophe et théologien camerounais, nous n'allons pas rester simplement comme si notre mission c'est de ressusciter le passé. Le passé est passé, comme le professeur vient de le dire. Mais nous devons assumer notre présent en assumant ces cultures. Dans aucune de nos écoles, aujourd'hui, on ne se préoccupe de bien maîtriser nos langues. Or, un élément culturel majeur que personne ne peut nous voler, c'est de connaître nos langues, de travailler dans nos langues, d'écrire nos langues. Félicitations aux Burundais, aux Rwandais qui savent le faire. Chez nous, qui pensent que c'est un élément culturel, la langue. Il y a le V qui est écrit, qui est enseigné, il y a le Kabylie qui est... Oui, mais c'est très peu. Combien de Togolais, après le bac, peuvent s'exprimer correctement dans ces langues et l'écrire? Ce qui me fait encore plus mal, c'est qu'on puisse dire, ah, le blanc nous a volé, le blanc a pris notre âme, le blanc est parti avec ceci. Et on dit à la maison aux enfants, hé, toi là, exprime-toi en français. Mais l'enfant, on le prive de sa langue maternelle qui va structurer sa façon de penser, de se positionner dans son environnement, d'être d'abord un être particulier pour aller vers l'universel. Mais combien de parents, surtout les jeunes couples là, et qui vont se dire, ah, tu sais, je vais parler en hébreu, ah, on y a vu, français, mais on est fiers de ça. Ça, c'est une autre forme de bradage culturel que personne ne dit. Quand nous dépassons ces niveaux dans notre pays, dans nos préfectures, il y a combien de structures qui peuvent sauvegarder les productions de nos ancêtres ou ce que nous avons aujourd'hui? Il n'y en a pas. Et je disais l'autre jour à un ami, même si nous critiquons ceux qui nous ont volés, peut-être que si on est honnête, on doit dire, Dieu seul sait si tous ces objets restaient chez nous, si ça n'allait pas pourrir dans un grenier. Il est important que quand nous recevons ces œuvres, nous puissions interroger le présent et que nos gouvernants, tous ceux qui ont la responsabilité culturelle, les ministères qui ont en charge la culture, qu'on puisse avoir vraiment des spécialistes et que nos projets éducatifs puissent intégrer nos valeurs, nos éléments, nos productions culturelles. Sans ça, dans 50 ans, moi je serai très vieux si je suis vivant, mais nos jeunes viendront dire, ah, l'Occident nous a volé jusqu'à voler nos langues et nous ne savons plus nos langues, nous parlons seulement le français. Nous devons nous réveiller, sinon nous serons dans, comme dit Boussiboulaga, dans cette crise du Moutou où on pense que la culture c'est quelque chose, des vestiges que nous allons ramasser et venir présenter aux Occidentaux. Vous dites qu'on n'a rien, mais nous avons aussi ceci. Nous n'avons pas besoin de présenter quelque chose. Nous avons besoin de vivre de façon authentique pour que demain, ce que nos grands-parents ont vécu, plus personne ne puisse faire subir ça, ni à nous, ni aux générations après nous. C'est ça. Parce que... Oui, mais j'écoute tout à fait le père Afogno. Je dis, mais tiens, c'est audacieux. Mais là, le vrai problème, parce que quand nous parlons donc de ces différents éléments de l'art et autres, le vrai problème, c'est le problème du projet éducatif. Quel projet éducatif avons-nous pour nos enfants? Comment intégrer tout ce patrimoine et comment faire vivre et perpétuer ce patrimoine? C'est là le grand défaut. Donc ce qu'on nous a volé, là où notre âme a été volée, c'est cette aliénation dans laquelle nous avons accepté d'être dans l'aliénation. Parce que quand le père parlait tout à l'heure de jardin d'enfants, j'ai souri beaucoup parce que je vis des faits. À ma retraite, bon, j'ai un établissement scolaire, de la maternelle au lycée. Alors, des gens sont intéressés, ils m'ont amené des enfants en maternelle.
Et ils ont suivi, dit, ah, chez vous ici, on ne parle pas français aux enfants. Je dis non, au Togo, il est décidé que à la maternelle, dans tous les pays, qu'on puisse enseigner aux enfants dans nos langues, dans nos réalités. Et quand vous connaissez vos réalités, on peut apprendre la langue étrangère. Mais attention, il y en a des parents qui ont emmené leurs enfants parce qu'ils estiment qu'on ne leur parle pas assez français. Ce qui pose un problème énorme. Or, cette maternelle, c'est pour apprendre peut-être à mieux manipuler la langue, mais également à connaître des réalités sociales qui vont servir dans le système éducatif. Mais nous n'y avons rien compris. Et c'est là où notre âme est de plus en plus volée. Hier, l'âme n'était pas volée, mais c'est de plus en plus dans ce cadre donc d'aliénation que nous sommes volés. Et malheureusement, comme il le dit, c'est rare d'avoir un intellectuel qui puisse parler dans une langue nationale, sa langue, pendant 10 minutes sans introduire un mot étranger. Il y a trop de paroles. Ce qui veut dire que si on ne prend pas garde, est-ce qu'on aura donc l'audace de pouvoir couper avec cette forme d'aliénation? Et c'est là où toutes les réformes que nous avons essayées n'ont pas suffisamment intégré. Il y a ce qui vient de se passer. Si on veut en tirer profit, on a parlé du musée qu'on va organiser sur place, etc. Oui, mais le musée ne suffit pas. Il faut d'abord permettre aux enfants d'y accéder pour voir, mais il faut associer au musée des artistes qui permettent de perpétuer encore ce système d'apprendre aux enfants. Je sais que j'étais parti à Bomé où il y a encore la méthode de la cire perdue. Mais quand vous en parlez aux enfants, ils ne comprennent pas grand-chose. Comment on faisait ces statues, etc. Il y a lieu donc de reprendre. Quand on a dit dessin dans nos établissements, il y a des parents qui sont contre le dessin. Or, c'est là où on apprend à l'enfant l'inventivité, comment il peut créer des choses, etc. Donc, il faut peut-être reprendre ces éléments du système éducatif qui permet à l'enfant d'être africain, de s'intégrer à son milieu, au lieu de dessiner donc la guitare et autres. Il y a plein d'instruments dans notre terroir qu'on peut dessiner. Il y a plein de choses dans leur vie quotidienne dont ils doivent prendre connaissance. Mais malheureusement, notre système éducatif ne permet pas. C'est pourquoi j'ai peur, je suis inquiet que tout cela, on l'a amené, mais ça risque d'être folklorisé de nouveau et que ça ne puisse pas aboutir réellement à l'action de développement, de renaissance dont les uns et les autres rêvent. Tout à l'heure, le fait faisait part d'une inquiétude. Est-ce que nous avons les moyens, n'est-ce pas, de conserver, de préserver ces œuvres maintenant qu'on les a reçues? Ces œuvres ont été faites dans un cadre, c'est notre cadre africain. Oui. Si nous voulons les perpétuer, c'est possible de les perpétuer, mais il faut y mettre les moyens. Malheureusement, je ne crois pas. On se dit tellement qu'il y a d'urgence que ce qui est vraiment urgent, on n'arrive pas à le détecter. C'est pourquoi l'inquiétude, je suis d'accord, il n'est pas évident. Quand vous allez dans nos musées actuels, je ne sais pas si vous avez déjà visité le musée national. D'abord, il n'a jamais été conçu, ce musée. C'est le palais de congrès quelque part là-bas. Il y a beaucoup d'objets qui sont là, mais qui sont dans des armoires qu'on n'a jamais exposées. Donc, depuis qu'il y a un projet de musée au Togo, ça n'a pas été construit. Il y a une politique nationale qu'on a voulu mettre en œuvre avec les musées régionaux. Allez à Ného, allez voir le musée d'Aného. C'est dans un bâtiment colonial qui est presque déglingué, où plus rien ne marche. Donc, un peu partout. Alors, si nous avons ces objets, où les classer? Ça, c'est une question fondamentale. Mais il ne s'agit pas d'avoir un beau bâtiment. Il y a l'association des musées africains basée à Dakar, le WAMP, qui fait un effort pour former les archéologues, les gestionnaires de musées, mais où ils travaillent. Ils sont tous laissés pour compte. Donc, si on veut réellement intégrer ces objets, il faut alors une vraie politique éducative qui prenne en charge à la fois comment on les fait et à quel objectif ces éléments sont voués. Il ne s'agit pas seulement donc des ornements, mais il s'agit donc d'une technologie à apprendre, d'une technologie à étendre, parce qu'à partir donc de ces éléments, on peut faire une technologie avancée. Et c'est en cela que nous pouvons participer à la culture universelle. Avez-vous connaissance d'objets togolais aussi
Il se trouverait quelque part? Des échevins togolais, il y en a beaucoup qui sont ailleurs. Il ne faut pas penser qu'au Togo, on n'en a pas pris. C'est parce que le Dahomey a été cet empire que les Européens même ont confectionné. Et on oublie souvent que le Dahomey est d'abord lié au royaume Adja et que le Dahomey vient du royaume Adja. Et on a beaucoup parlé de Béhanzin, mais on n'a pas assez parlé de son grand frère, son aîné, Moïzou, qui également a été déporté. Donc le musée, le royaume Adja également a été pillé. Donc beaucoup d'objets, puisqu'on ne les a pas recensés, on ne les retrouve réellement. Mais il y a pas mal d'objets qui ont été pris hier et qui continuent d'être pillés encore aujourd'hui. Mon père, autre préoccupation, ces objets ont été exposés pendant longtemps dans ces musées, sûrement que ça fait source de devises, n'est-ce pas? Alors on les a retrouvés seulement sans accompagnement, ou bien c'est ça qu'ils vont convertir encore nos musées? Alors, c'est vrai, on n'entre pas à ces lieux si on n'a pas une autorisation pour la gratuité. Et si c'est une visite, c'est payant. Mais je crois que si la réflexion, le débat reste au niveau de l'argent, nous risquons encore d'entrer dans des formes d'égarement. Parce que pour moi, c'est l'occasion de prouver que si ces objets ont généré de l'argent ailleurs, nous sommes capables de faire plus que de l'argent. De l'argent et autre chose avec ça. Est-ce qu'on va permettre à la majorité des lycéens béninois de voir cette œuvre? Aujourd'hui, à l'heure du numérique, comment ces œuvres vont intégrer l'enseignement de l'histoire, de la littérature africaine au Bénin et partant dans notre sous-région et l'Afrique? Si on ne fait pas tout ça personnellement, ce que ces objets ont généré comme argent ne m'intéresse pas. Parce que la question du capitalisme et du néo-capitalisme qui accompagne tout peut enlever aussi une certaine valeur. Et donc, je crois que le défi ici est même politique. Si nous accueillons ces objets et que nos leaders politiques, d'une part, et les intellectuels africains, d'autre part, et enfin les communautés qui ont produit ces biens, ne se mobilisent pas pour avoir un vrai projet de développement culturel, excusez-moi, c'est de la comédie, comme disait le professeur, nous serons à nouveau dans une forme de folklorisation dont nous sommes des experts. Il est urgent que, à mon humble avis, avec ce geste symbolique, chaque gouvernement africain puisse redéployer une politique de développement culturel vrai. Que chaque ministère de la culture se remette en question. Mais je ne sais pas si on nomme les gens dans ces ministères juste pour qu'ils puissent avoir le titre de ministre. Il faudrait que ces ministères fonctionnent en synergie avec d'autres ministères, notamment les ministères en charge de l'éducation. Parce que le ministère de la Culture ne peut pas fonctionner de façon séparée, par exemple, du ministère de l'Éducation. Parce que finalement, si la culture n'est pas assumée comme une éducation, nous n'irons nulle part. Mais moi, ce qui m'habite aujourd'hui, qu'est-ce que les intellectuels béninois, togolais, les deux surtout, parce qu'il s'agit du royaume de Dahomey, et on n'était pas encore en train encore séparé par la frontière d'aujourd'hui. Qu'est-ce que les intellectuels des universités et des grandes écoles de ces deux pays vont mettre en place en termes de plaidoyer auprès de ce gouvernement et pourquoi pas de la CEDEAO par rapport à cette forme de réveil sérieux pour relever le défi? Et nous, Togolais, le professeur vient de le dire, avec le royaume Adja et peut-être d'autres royaumes, si on faisait la recherche, il y a eu aussi des productions qui sont parties. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les communautés qui ont produit ça peuvent apporter? Les intellectuels, fils et filles de ces pays et les décideurs politiques, quelle est la place vraiment du développement culturel chez nous? Vous savez, moi, des fois, je me dis que nous sommes dans une extraversion grave.
On passe des temps sur les réseaux sociaux à tempêter, à faire de grands discours. Nous sommes le berceau de l'humanité et tout et tout. Mais le tigre ne crie pas sa tigritude, disait l'autre. Il se jette sur sa proie et la dévore. Nous devons montrer que nous sommes berceau de l'humanité. Moi, c'est ça mon cri. C'est un cri de cœur que les téléspectateurs, téléspectatrices m'excusent. Mais si nos décideurs, nos intellectuels et nos communautés ne se réveillent pas sur ce plan, je crois que ce qui nous attend sera pire que ce qu'on a déjà vécu. Autre préoccupation, professeur, c'est... Oui, je crois que ce réveil dont il est question a peut-être commencé, mais il reste encore folklorique. Beaucoup parlent de la renaissance de l'Afrique. Cette renaissance, on a voulu la fonder sur le panafricanisme, on a voulu fonder cette renaissance sur le retour à la culture. Mais ce retour à la culture ne peut se faire que dans un système éducatif qui a pour base notre culture. Mais cette culture, il faut la développer. Au Togo, par exemple, entre-temps, nous avions participé à l'élaboration d'une politique culturelle. La politique existe. Mais il n'y a pas de politique si on n'y met pas les moyens donc, de mise en œuvre. Or, malheureusement, dans tous nos pays, quand vous voyez le budget des ministères de la Culture, c'est 0,05%. Donc, ça fait que nous sommes toujours en arrière. Et on pense que la culture, c'est quelque chose qui va générer des ressources sans qu'on y mette des moyens. Et quand tout à l'heure, quand le père définissait la culture avec Edgar Morin, on comprend bien que la culture, c'est notre quotidien. En parlant d'âme, c'est nous, c'est notre âme, c'est-à-dire c'est tout ce que nous avons vécu et c'est tout ce qui fait partie donc, de notre personnalité. Parce que finalement, nous avons des appartenances. Mais ces appartenances qui donnent notre identité prend également en compte la culture qui nous a générés. Or, malheureusement, tout notre système éducatif, depuis là, nous n'avons pas eu la volonté, sinon même le courage de mettre à plat les choses et de pouvoir éduquer nos enfants dans un cadre qui est le nôtre. Nous sommes toujours là, on essaie de grignoter, on dit on a refait la réforme. Mais la réforme, c'est toujours les mêmes tests de littérature qu'on met là-dedans, c'est toujours les mêmes façons de regarder, au point que finalement, on ne sait pas si on avance. Et est-ce que c'est le problème des intellectuels? Oui, les intellectuels peuvent beau crier. Il faudrait que ces intellectuels qui se mettent à l'écart de la politique où la décision se prenne commencent par s'engager réellement pour jouer leur rôle. Mais malheureusement, je crois qu'on ne joue pas assez les rôles. On veut être intellectuel pour avoir un diplôme, avoir un positionnement. Mais au-delà de ça, le travail de fond qui doit être fait pour que nous changeons de paradigme. Parce que le développement culturel n'est pas à part, le développement économique n'est pas à part. Tout ensemble, il faut tout concevoir ensemble afin donc d'avancer. Mais malheureusement, nous n'y sommes pas encore parce que nous laissons trop la place, un jour j'ai osé dire, à des médiocres. C'est ceux qui nous dirigent et qui ne comprennent pas le sens réel du développement. Autre inquiétude, c'est la qualité de ces œuvres qui nous sont retournées. Il y a les sceptiques, les plus sceptiques trouvent que est-ce que c'est l'original, est-ce que c'est la copie. On nous a dit qu'il y a eu des experts qui ont certifié l'originalité de ces œuvres. Vous y croyez, mon père? Personnellement, je pose autrement la question. Allez-y. Que ce soit l'original ou des copies, qu'est-ce que ça nous apporte pour que notre aujourd'hui puisse s'organiser de façon à ce que aujourd'hui et demain, nous ne vivons plus les mêmes choses. Du coup, c'est l'aspect symbolique de cette transmission. J'ai déjà dit, c'est une question de justice, mais aussi, comme l'a dit le professeur, c'est une question aussi de fierté de notre identité, de se positionner dans un passé qui influence notre présent en vue du futur. Du coup, ce débat, personnellement, je trouve que c'est plutôt un débat scientifique. Mais comment on peut s'en sortir? Est-ce que les experts béninois qui sont allés, ils ont obéi des laboratoires typiques ou spécialisés pour analyser ces œuvres? Ou bien ils sont des diplômés, c'est-à-dire ils ont fait les écoles en France, aux États-Unis, tout ça, mais ils n'ont pas le plateau technique
Et c'est leur collègue de France qui leur a dit, vous voyez, c'est ça, et ils ont confirmé, et ils ont signé, et comme ils ont le titre de docteur, de professeur, tout et tout, ça a été validé. Est-ce qu'aujourd'hui, les œuvres sont revenues, il y a au Bénin un laboratoire pour faire ce qu'on appelle des contre-expertises et dire que vraiment nous avons reçu ça. Personnellement, je me dis, quand on n'a pas de grands moyens, il faut arriver quand même à être fier de ce qu'on a. Je ne peux pas demander aujourd'hui à l'Afrique d'aller mettre en place des laboratoires de ce genre quand les gens ont faim, quand les gens meurent de paludisme, quand les gens ne peuvent pas se soigner pour des maladies ou ailleurs, on n'en meurt plus. Ah, mais alors, il y a une question existentielle qui, elle est urgente. Pour cela, accueillons ce qui a été fait, copie ou réel, accueillons, mais que cela nous interpelle, que cela soit un message symbolique qui remet en mouvement notre mental et qui entraîne chez nous ce que nous appelons en religion une conversion, une métanoïa, un changement de mentalité, de façon d'être pour aller vers un développement intégral, comme disait le professeur, qui ne peut pas exclure la culture, l'économie, la politique, le social, tout est culturel chez l'être humain, puisque finalement, ce qui est culturel, c'est ce que l'esprit de l'homme a créé. Ah, voilà. Rencontre Champ, nouveau numéro, nous parlons de la portée du retour de ces trésors royaux au royaume d'Abomey, et ce sont presque tous les pays africains qui sont donc concernés et par ces objets. Que pouvons-nous faire, que pouvons-nous tirer comme profit de ces objets? Eh bien, c'est la discussion qui se fait ici en studio avec mes invités. Alors, professeur, le débat est là. Ce que nous pouvons en tirer comme profit, c'est ça. Mais alors, est-ce qu'on peut réussir quand même à faire fructifier, n'est-ce pas, ces objets dès qu'ils sont de retour, leur donner la place qu'il faut et donc en profiter comme ce que nous avons estorqué en fait. Oui, à condition que nous prenions conscience, non pas de la réalité ou donc de la fausseté donc des objets, oui, mais que nous prenions conscience du rôle que ces objets peuvent jouer dans nos systèmes éducatifs. Parce que déjà, quand on voit toute la convention qui a été signée, on a dit que la FD a accompagné, ils sont partis voir tel musée, etc. Nous sommes conscients. Il faut aller à Ouida pour comprendre que si on ne prend pas garde, nous allons encore tomber dans une forme de désuétude. Parce qu'il y a ce que on a appelé donc la route des esclaves. Oui. Donc, Ouida a été aménagé avec tout un parcours pour montrer un peu comment l'esclavage a été fait. Retournez voir dans quel état se trouve la route des esclaves. C'est dégradé. Vous verrez que les monuments qui ont été faits pour s'aimer sur la voie, même le musée de portugais qui est là, ce n'est pas ça. Donc ça veut dire que quelque part, même si nous on fait des investissements, il n'y a pas d'entretien. L'entretien doit se faire à travers une politique concertée. Qu'on puisse permettre aux enfants de circuler et d'aller dans les musées, qu'il y ait des guides, qu'on intègre tout cela dans un système éducatif qui progressivement va permettre aux enfants de s'approprier de cette culture et de pouvoir perpétuer, d'avancer et d'en tirer les éléments pour aller de l'avant. Mais si on ne le fait pas, je crois que le pari est difficile à gagner. Mais je crains que cela ne se fera pas demain, ni chez nous, ni au Bénin, et que les préoccupations du quotidien nous avalent suffisamment que on ne pense pas le fondement, mais on fait le superficiel. C'est ça. Le plus critique est mon père dit qu'il ne s'agit pas seulement de nous rétrocéder ces objets, il faut nous laisser aussi nos minéraux, nos sous-sols. Et oui. J'ai lu pas mal de trucs là-dessus. Pour moi, je le redis, ce qui est intéressant, c'est la dimension symbolique et interpellante, qui dit que tôt ou tard, les valeurs triomphent. Et ici, il y a une valeur qui est en train de triompher, c'est la valeur de la justice, qui convoque une autre valeur, celle de la vérité. On reconnaît qu'on a pillé
l'Afrique. Et d'autres valeurs peuvent continuer, celle de l'honnêteté. Quand tu arrives à accepter cette vérité, tu es honnête, même si ce sont tes ancêtres qui ont fait, mais tu assumes l'histoire, ainsi de suite. Voilà. Bon, par rapport à ces valeurs, moi je dois dire que ici se joue un défi. C'est le défi de l'autonomie de nos peuples, de nos nations. Et la valeur est donnée toujours par une communauté. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui fait valeur au maximum d'Africains, de Togolais, de Béninois, est-ce que ce sont ces objets d'art? Alors, pour que ces objets d'art puissent produire leur effet chez nous, il faut réinventer le vivre ensemble de façon à ce que on puisse éloigner la misère noire, on puisse permettre aux citoyens d'avoir un peu plus de pensée, de santé, qu'on puisse donner plus de possibilités pour que beaucoup reçoivent une éducation de qualité. Ce faisant, les objets vont prendre de la valeur aux yeux de la communauté. Sans ça, il y a un autre risque. Hein. Vous savez, quand un jeune n'a jamais compté 100 000 et que vous lui donnez 500 000, vous lui donnez quelques grenades, vous lui dites allez là-bas dans tel musée, explosez-vous. La misère fait que il va le faire parce qu'il sait qu'avec 500 000, 1 million, il laisse un trésor à sa famille, peut-être qu'il ne réalisera jamais dans sa vie. Moi, je pense que ce serait une comédie continuelle. Quand nos États sont en train d'entretenir en quelque sorte, avec la complicité de la communauté internationale, la paupérisation galopante de nos peuples, et en même temps vouloir que une valeur puisse être accordée à ces genres d'objets. Il faut que les deux aillent ensemble, parce qu'il s'agit de manifestations des œuvres de l'esprit. Et nous avons tous l'esprit, nous sommes tous des êtres rationnels. Mais pour aller vers les œuvres de l'esprit, il faut un peu d'élévation. Ça passe par la culture, ça passe par le bien-être, ainsi de suite. Saint Thomas d'Aquin l'a dit, hein, celui qui est dans la misère ne peut pas mener une vie vertueuse. Quand il a faim, il va voler. En ce moment, on ne va pas l'accuser parce qu'il a eu faim. Bien, merci professeur, merci Père Afognon pour ce tour d'horizon de cette question portant sur le retour des trésors royaux. Et donc, professeur, vous avez exprimé votre satisfaction en début d'émission à propos de ce retour. Alors, que dire en fin d'émission? Non, je reste toujours satisfait que ce mouvement a été fait, mais il reste insuffisant. Et ça veut dire qu'il faut arriver à ce que nous appelons la justice sociale. Et tout à l'heure, en parlant donc des richesses, nous avons hérité d'un système à double vitesse où certains sont gardés comme producteurs de matières premières, des gens toujours soumis et à qui on impose des formes de dictat, etc. Si on va dans ce sens de justice, il faudrait que ça se rétablisse et que nous ayons la justice pour tous. Que nous ne soyons plus toujours des pays étiquetés comme des pays pauvres. Parce que quand on arrive à cette forme d'abstraction pour faire de l'art, ça veut dire qu'on est également un peuple évolué. On ne peut pas arriver à ce niveau et continuer d'avoir faim. Donc si on a faim, ça veut dire que quelque part, dans le système mis en place, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, le commerce équitable dont il est question, il faut le faire, mais également l'accès à toute la technologie. Parce que la question préoccupante aujourd'hui, c'est la question du vaccin. Quand on voit comment ça se passe, ça veut dire que résolument, il y a une frange de la population donc, humaine qui doit bien se porter, doit avoir tout pour lui, et les autres, qu'ils crèvent, ce n'est pas le problème. Nous en sommes là. Si on veut que ceci marche, ça veut dire qu'il y a une remise en cause à faire des relations, des relations internationales, à la fois sur le plan économique et sur le plan social, parce que c'est le culturel qu'on a commencé par remettre en cause. Il faut aller de l'avant pour que plus d'équité soit la règle donc, de vie entre les hommes. C'est ça. Père Afognon? Mais je ne sais pas si le Togo a adhéré à la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher l'importation, l'exportation et le transfert des propriétés illicites des biens culturels, qui était conclu à Paris le 14 novembre 1970. Je ne sais pas, c'est entré en vigueur au moins en Suisse le 3 janvier 2004. Et l'article 1 définit les biens culturels. Et c'est tellement riche que quand nous parlons de biens culturels, nous allons jusqu'à parler des réalités archéologiques. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on exploite du phosphate, il semble qu'on exploite de l'or quelque part de façon cachée, ainsi de suite. Quand on fait tout ça, est-ce qu'on fait attention à tout ce qu'on peut aussi découvrir en termes d'archéologie? Et si ce n'est pas fait, et cette définition prévoit aussi jusqu'au timbre de poste, timbres fiscaux, est-ce que tout ça, on a une forme de banque? Aujourd'hui, les œuvres du grand professeur Haï, les œuvres de Dimi Hope, c'est où? Qui en prend soin? Et d'autres artistes togolais. Alors, peut-être quelqu'un va les vendre un jour, et puis on va dire, voilà, ça a été bradé et tout et tout. Moi, je prie, parce que je suis prêtre, je supplie nos autorités de mettre au cœur du développement la question culturelle, parce que le développement ne peut se faire que par là. Et j'invite nous aussi de la communauté à nous intéresser aux éléments culturels qui nous sont accessibles encore aujourd'hui. Nos langues, les techniques de construction, et notre art culinaire, notre art vestimentaire et tout le reste. Pour qu'au moins la transmission de génération en génération soit assurée, au moins nos langues, qu'elles ne disparaissent pas. Merci mon père, c'est sûr ce message d'espoir. Il ne faut pas que nos langues disparaissent. Malheureusement, tout cela, il n'y a pas beaucoup de chance parce que je suis un exemple de la situation. Avant de quitter l'université, j'avais en charge une chaire UNESCO qui se charge de la préservation du patrimoine culturel. J'ai jamais eu un franc de subvention de mon université, ni de l'UNESCO qui nous a donné donc cette chaire-là. Ce qui veut dire que, quelque part, le souci réel de préservation de nos langues, de nos cultures, de nos pratiques, ne sont pas encore rentrés dans les réalités donc, de la pensée et de notre système. Il y a lieu, peut-être, je ne sais pas, il y a lieu de revoir tout notre système, mais surtout d'interpeller nos décideurs. Parce que les décideurs, parfois on pense qu'ils viennent d'ailleurs, mais c'est déjà chez nous qu'il faut peut-être commencer cette révolution culturelle. Sans cette révolution culturelle, toutes les révolutions risquent d'échouer. Merci, c'est sur ce mot que se fait dans cette émission, cet entretien sur la question du retour de 7 trésors royaux. Le développement, c'est un tout. Il intègre le champ économique, politique et aussi culturel. Voilà la fin de ce numéro de Rencontre. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci à vous, Père Afognon. Merci, professeur. Merci pour cette disponibilité. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Pendant ce temps, portez-vous bien et prenez soin de vous. Merci également. Merci. Merci.